Bonsoir à tous et merci de regarder RTI en titre de ce journal. Les Ivoiriens vivant en Belgique ont participé à une grande rencontre avec le ministre Ali Koulibaly à Bruxelles. Les échanges ont tourné autour de la vie de la diaspora, les relations d'amitié entre Yamoussoukro et Bruxelles et bien entendu la cohésion sociale entre les filles et fils du pays vivant en Belgique. 20 pick-up de type 4x4 et 8 camions, c'est le don du Conseil Café Cacao à l'armée nationale. De son côté, la LONASI s'est également montrée généreuse en offrant à nos forces de défense et de sécurité 3 pick-up et 3 ambulances. Des dons réceptionnés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et puis l'Éthiopie a lancé ce dimanche 20 février la production électrique du grand barrage de la Renaissance situé sur le Nil. Le projet avait été lancé en 2011, provoquant un contentieux avec l'Égypte et le Soudan, deux pays tributaires du fleuve pour leurs ressources. Voilà pour les titres. On ouvre cette édition avec la Belgique où le chef de l'État a séjourné récemment à la faveur du sommet Union africaine-Union européenne, un séjour de travail au cours duquel le ministre Ali Koulibaly a rencontré la diaspora ivoirienne de Belgique. Il représentait le président Alassane Ouattara. Le commentaire de Viviane Aïma. Forte de 5000 résidents, la communauté des Ivoiriens de Belgique est l'une des communautés importantes de la diaspora ivoirienne. C'est une importante délégation de cette communauté des Ivoiriens de Belgique qui a pris part à la rencontre avec le conseiller spécial auprès du président de la République, le ministre Ali Koulibaly, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Vous remerciant au nom du chef de l'État, mais aussi au nom de cette importante délégation, pour vous être déplacé ce soir, pour accueillir le chef de l'État, notre président à nous tous, qui est le président de tous les Ivoiriens et qui fait tout ce qu'il peut pour redonner à notre pays tout le lustre qu'il avait acquis. Et maintenant, vous voyez, au bout d'un certain nombre d'années, tout ce qui a été fait dans notre pays. Et nous sommes fiers de l'action du président de la République. Nous sommes persuadés que vous-même, vous mesurez tout le travail qui a été fait de 2011 jusqu'à ce jour. Notre pays s'est considérablement transformé et je sais que vous êtes nos ambassadeurs partout et que vous pourriez témoigner de tout ce que notre chef de l'État fait pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. L'occasion était propice pour ces résidents ivoiriens en Belgique pour soumettre leurs doléances. Nous n'avons pas un point focal où se retrouver très souvent pour une programmation culturelle, pour intégrer véritablement la communauté par rapport aux difficultés que nous connaissons. Donc vous comprendrez que notre besoin soit en tout cas aujourd'hui principalement l'acquisition d'un bien immobilier qui résoudra énormément de problèmes au niveau de la communauté. Ça c'est la demande principale. Et en deuxième doléance, c'est que le gouvernement du chef de l'État a pris des décisions depuis 2017 concernant les véhicules d'importation. Ce que nous soumettons ici comme doléance, c'est de pouvoir assouplir cette mesure-là, vu que la Belgique est une plaque tournante des véhicules d'importation. C'est une filière économique à part entière en Belgique et cela a impacté énormément bon nombre de nos concitoyens ici. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale. Le parc automobile de la gendarmerie nationale vient de se voir renforcé par le Conseil du Café Cacao et la LONASI. Les deux structures ont offert au corps d'élite une trentaine de véhicules, dont des ambulances. Objectif, accroître leur capacité de mobilité. C'est un reportage signé à Boussanogo. Le Conseil Café Cacao et la LONASI apportent un appui opérationnel et logistique aux armées et à la gendarmerie nationale. Et l'appui entièrement dédié à la mobilité terrestre est constitué de 3 pick-up et 3 ambulances offertes par la LONASI et 20 pick-up et 8 véhicules de transport troupes offerts par le Conseil Café Cacao. Un geste qui vient renforcer les capacités des armées et de la gendarmerie nationale dans l'accomplissement de leurs missions de sécurisation. La remise de ce jour revêt donc un caractère particulier parce qu'elle est en lien direct avec la défense nationale de notre pays et naturellement, cela confère une nouvelle dimension
à l'action sociale de la LONASI. Le Conseil du café cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action pour garantir aux braves acteurs de la filière café-cacao une quiétude et un environnement de travail sécurisé. En réceptionnant les clés de ces matériels roulants, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birima Ouattara, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour cette action citoyenne qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. Je voudrais, au nom de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, remercier ces bienfaiteurs qui, de par leurs actes, prouvent leur adhésion à l'engagement de nos unités dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Les dons que nous recevons aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos armées. En termes tactiques, cela constitue une capacité d'emport de 390 personnels qui pourront être engagés simultanément sur le terrain. Au plan médical, une prise en charge pourra permettre un transfert rapide sur un plateau technique supérieur. On parle maintenant d'agriculture. Premier producteur mondial de noix de cajou, notre pays est devenu le 3e exportateur mondial d'amandes de cajou. Un bond qualitatif rendu possible grâce à l'action gouvernementale, notamment en faveur de la transformation locale de l'anacarde. Le pays pointe désormais à la 3e place derrière le Vietnam et l'Inde. Et il s'est tenu dans la région de Bélier la 8e session du comité de pilotage du projet de pôle agro-industriel. La rencontre a permis de plancher sur l'état d'avancement du projet au 31 décembre 2021 et le plan de travail budgétaire annuel 2022. C'est un éclairage de Kader Sogodogo. 80 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, BAD, pour la mise en œuvre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier. Accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle de populations à travers leurs productions agricoles qui seront modernisées et transformées. L'environnement rural n'est pas en reste. Écoles, centres de santé, eau, électricité, routes, etc. 5 années après le lancement, les choses avancent. On est pratiquement à 50% d'exécution du projet de PAI Bélier. Au niveau du Bélien, plusieurs infrastructures sont déjà réceptionnées dans les années antérieures et on doit parcourir le reste du chemin maintenant pour finaliser le projet en 2024 avec les 50 autres % restants. La 8e session du comité national de pilotage se veut le cadre idéal pour une évaluation au 31 décembre 2021, mais également pour entrevoir 2022. Nous attirons véritablement l'attention du pouvoir public, l'attention aussi même du secteur privé de se mettre à niveau pour que tout ce qui est réalisation, tout ce qui est investissement envisagé par le pouvoir public puisse permettre d'avoir des effets dans l'immédiat et non pas durer dans le temps. Il y a un second agropole qui va bientôt voir le jour, c'est-à-dire l'agropole du Nord. Pour les autres agropoles, nous en avons 4 autres qui sont en discussion. Nous continuons toujours nos efforts pour pouvoir avoir les financements nécessaires pour que toutes les localités prévues dans le cadre de la mise en œuvre des agropoles puissent effectivement voir le jour. Le 2 PAI Bélier couvre le district de Yamoussoukro et les départements de Didiévi, Djekanou, Tiébissou et Toumoudi. 6 filières, riz, maïs, manioc, porcine, poissons et maraîchers. La Côte d'Ivoire sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, quels atouts? C'est le thème d'une conférence prononcée par la génération active du RHDP. C'était au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. L'association se donne pour mission de promouvoir les actions de développement du président de la République. Soro Corona. La Côte d'Ivoire sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, quel atout? Tel est le thème de la conférence prononcée par Claude Saïd Soumaoro, chef de cabinet du président de la République. C'était à l'occasion de la sortie officielle de la génération active du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Claude Saïd a édifié les militants du RHDP sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Le véritable atout de la Côte d'Ivoire,
c'est le président Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les œuvres qu'il a faites. Parce que les œuvres, il les fera et il en fera encore. Mais c'est la vision qu'il porte, c'est l'idéal qu'il porte. Alassane Ouattara est un homme d'État. Le président des générations actives du RHDP entend contribuer de manière significative à la promotion des actions du chef de l'État. C'est visuel. Les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire sont achâtés. Aujourd'hui, nous voyons la Côte d'Ivoire en train d'émerger à travers les infrastructures macroéconomiques. Je crois au président de la République et soutenir toutes les actions de développement pour qu'on puisse consolider nos acquis. Parrain de cette cérémonie, le coordonnateur régional du RHDP, Gbeke, Amadou Kone, son représentant, a prodigué des conseils aux membres de la génération active du RHDP. Je dirais aux militants, c'est la cohésion pour pouvoir atteindre les résultats de l'émergence que prône le président de la République, de se rassembler autour de lui et de faire en sorte que l'Ivoirien nouveau qu'il recherche naisse et pour que la Côte d'Ivoire soit un havre de paix et de bonheur pour tous les Ivoiriens. La génération active du RHDP, Rassemblement des oppositistes pour la démocratie et la paix, revendique plus de 5000 membres. On reste dans la région de Boaké avec le village de Manikro qui a décidé de faire la promotion de la paix et du vivre ensemble. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni toutes les filles et fils de la localité. On retrouve encore une fois Soro Corona. Journée de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale à Manikro. Les femmes et les jeunes de ce village de Boaké sont invités à être les artisans de concorde, de l'union et du vivre ensemble. Une initiative de l'ONG Oukademe. Les responsables de cette organisation de bienfaisance exhortent les populations de Manikro à s'approprier les comportements citoyens et à promouvoir les initiatives visant à contribuer au renforcement de l'unité nationale. Je voudrais donc vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la cohésion sociale. Parce que vous savez que nous sommes un peuple cosmopolite et la connexion entre les différents peuples, c'est ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est ce que Houphouët-Boigny nous a montré. Les pays les plus forts, là, c'est ceux qui sont au-delà des ethnies et des religions. De leur côté, les populations de Manikro s'engagent à promouvoir les valeurs de paix et de cohabitation pacifique. Une seule personne ne peut pas gérer un village ni un quartier. Voilà pourquoi nous sommes associés pour gérer le village, pour qu'il y ait l'entente, l'amour entre nous ici. Ce que nous demandons aux parrains, c'est de nous aider à aller de l'avant. C'est une fois de plus une occasion pour dire merci à notre parrain et à notre marraine qui n'ont ménagé aucun effort pour être là. Au cours de cette journée de sensibilisation sur la cohésion sociale, chacune des femmes présentes est répartie les bras chargés de cadeaux. Une manière pour Touré Souleymane de magnifier la femme rurale. Lazare Toussaint Akadi, c'est le nom du 11e chef traditionnel de la localité de Jacquesville. Il a été intronisé samedi dernier en présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beuré-Mombé, et de la grande chancelière Henrietta Dari Diabaté. Plusieurs autres cadres de la localité ont aussi pris part à l'événement, raconté par Moussa Konaté. Au domicile de Toussaint Akadi, l'heure est à la prière. Un moment de bénédiction avec la famille pour demander la protection divine. Ensuite, une procession pour rallier la place publique où le nouveau chef de Mambé Amenkwa, village de Jacquesville, sera intronisé. Un chef est un chef, donc c'est lui qui nous donne la vision. Je connais M. Akadji Toussaint, je sais qu'il nous pourra conduire tous les fils de Jacquesville vers le développement et on le suivra. Nous ne pouvons qu'être à ses côtés pour son intronisation et l'accompagner d'où nous sommes pour sa nouvelle mission. Donc on l'encourage et on demande à tous les fils de la région d'être autour de tous nos chefs pour que nos cultures ne soient pas abandonnées. Une fois sur les lieux, Toussaint Akadi se soumet au rituel. Port des attributs de chef, suivi de la remise officielle de son arrêté de nomination. Toutes ces étapes franchies, Toussaint Akadi est désormais chef de village de Jacquesville. J'attends qu'il rassemble les Jacquesvillois, qu'il fasse en sorte que Jacquesville se développe, à l'instar de toutes les villes du Grand Abidjan. Monsieur Toussaint Akadi va nous conseiller, va nous aider à ce que Jacquesville, ville balnéaire, se développe. Il va nous aider, nous conseiller pour que les fils et les filles de Jacquesville entrent dans une très très belle cohésion. Pour réussir sa mission, il faut des chefs aux alentours de lui, pour lui donner des conseils, pour lui montrer comment la tradition, parce que c'est un nouveau.
Nous, ça nous fait plus de 30 ans que je suis dedans. Alors si c'est un nouveau, il faut que je sois auprès de lui pour lui donner des conseils. Au nom de la grande chancelière Henriette Diabati, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan transmet ses encouragements au nouveau chef. Je félicite le nouveau chef. Il est l'incarnation du pouvoir public dans le village. Et il faut retenir que toutes les autorités sont émanations de Dieu. Par conséquent, il a un rôle de sacerdoce. Il doit contribuer à faire rayonner la paix entre toutes les communautés, allochtones, allogènes, autochtones et tous ceux qui sont de passage. Né en 1943, Toussaint Akadie est administrateur à la retraite. Il est le 11e chef de village de Jacquesville. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. En regardant maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 20 février 21 nouveaux cas de Covid-19, 78 nouveaux guéris, 56 guéris et 0 décès. À la date du 12 février 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 367 cas confirmés, dont 79 263 personnes guéries, 791 décès et 1304 cas actifs. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Covid-19 toujours, la population du district du Bas-Sassandra ont été sensibilisées à la vaccination contre le virus. À Sassandra, sur 114 000 personnes vaccinées, seulement 25 000 ont reçu les 2 doses en 2021. Et le ministre-gouverneur Philippe Légré d'inviter la population à se faire vacciner. Le bureau de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire va renouveler ses instances. Son assemblée générale est prévue pour se tenir le 25 février prochain. On regarde ce compte-rendu de Godefroy au Kambawa. Ambiance bon enfant dans la salle Pierre Michel Hippolago de la direction de l'administration du territoire. La MUSCOPSI, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, renouvelle ses instances. Seuls les membres du bureau sont sur place. Le vote se fait en ligne. L'enjeu a été de collecter toutes les adresses mail des autorités administratives, quel que soit leur lieu de résidence et de travail. Nous avons eu des taux qui avoisinent les 90%. Et donc, ce taux est très satisfaisant. Le scrutin aura duré une journée. Les nouveaux délégués sont connus. Ils porteront la voix de leur père à l'Assemblée générale prochaine. Il s'agit entre autres de Zowala Rachel pour le grade 2, la liste Toba pour le grade 3 Nord, la liste Zeyi pour le grade 3 du Sud et la liste Bako pour les retraités. L'association des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire s'est muée en une mutuelle sociale depuis près d'1 an au cours d'une assemblée générale constitutive. Une mutation qui offre d'énormes opportunités au corps préfectoral, au nombre desquelles la prise en charge sociale des membres. Et on parle maintenant de religion avec la communauté Santé-Gidio qui a soufflé sa 54e bougie. La paix et le vivre ensemble étaient les maîtres mots de la célébration. Il est bon de rappeler que ce mouvement laïque se consacre essentiellement à la communication de l'Évangile, à la solidarité et au dialogue. Retour sur la célébration avec ce reportage de Didier Nguessan. Elle naît à Rome dans les entrailles de l'Église catholique en 1968. Aujourd'hui, la communauté Santé-Gidio a 54 ans. Leaders et fidèles ont célébré l'événement au siège de l'église dans la commune de Trècheville. Des moments sobres de recueillement et louanges ont traduit la reconnaissance des fidèles pour les actions manifestées. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons reçu d'abord des frères et des sœurs, mais nous avons reçu la grâce d'être une grande famille. Alors, je crois qu'il faut dire merci au Seigneur, remercier tous nos donateurs. C'est 54 ans de vie avec les démunis, mais c'est surtout 54 ans de recherche de la paix. La communauté Santé-Gidio est toujours là où les peuples ont du mal à se rencontrer.
Sant'Egidio, communauté catholique au service des démunis, malades, prisonniers et personnes du troisième âge. Cette communauté a basé son action sur les valeurs de la fraternité, de l'amour et de l'évangile. Aujourd'hui, c'est une école de paix. Partout dans le monde, on crée des écoles de guerre. Aujourd'hui, grâce à Sant'Egidio, il y a des écoles de la paix et qui donnent l'occasion aux enfants de se former à la paix. Je crois que c'est une autre façon de dire. Comme avant, celui qui veut la paix prépare la guerre. Sant'Egidio dit, celui qui veut la paix prépare la paix. En 54 ans, la communauté s'est répandue dans plus de 70 pays où 70 000 personnes ont reçu l'évangile de la charité. C'est en 1988 à Grand-Bassam que la communauté Sant'Egidio est née en Côte d'Ivoire. Elle compte plus de 13 000 membres et est implantée dans une trentaine de villes du pays. Religion toujours, et on se rend cette fois-ci à Minignan, dans la région du Folon, où 300 imams et prédicateurs ont pris part au 10e séminaire annuel des guides religieux du district du Denguélé. Ils ont été formés à la promotion des valeurs de paix et de solidarité. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Les imams et prédicateurs du district du Denguélé réunis à Minignan dans la région du Folon. Ils participent au séminaire annuel de renforcement de capacité des guides religieux. Thème retenu cette année, rôle des imams et prédicateurs dans la promotion des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. Dans nos sous-régions, on voit un islam barbare, brutal, mais nous ne connaissons pas cela. Nous sommes des Ivoiriens, c'est notre islam à l'ivoirienne, islam pacifique, islam de paix, islam de la bonne cohésion. Voilà. Donc il faut former les imams pour qu'ils ne soient pas associés à ce nouveau flux qui sont à nos frontières. Une rencontre marquée par des conférences et des prêches afin de sensibiliser ces guides religieux sur leur contribution à la cohésion. Présent à cette activité, le ministre-gouverneur du district du Denguélé a transmis ses encouragements. Nous sommes très satisfaits des messages qui ont été passés, des messages d'espoir, des messages de paix, des messages de solidarité et des messages de cohésion sociale. Et il est important aujourd'hui que nous tous, nous continuions ces prières. Et nous avons demandé à nos imams de prier le Tout-Puissant pour la prospérité de ce district. Ce séminaire de formation des imams et prédicateurs est à sa 10e édition. Ce sont au total 300 personnes qui ont pris part à la séance. Et on apprend ce soir le rappel à Allah de l'imam Aboubakar Diaby, secrétaire exécutif adjoint du bureau exécutif national du COSIM et secrétaire général de la LIPSI. Et selon un communiqué du COSIM, sa dépouille sera transférée à Tiasalé, sa ville natale, dès demain, lundi. Son inhumation se déroulera le mercredi 23 février au cimetière municipal de la ville. Décédé en décembre dernier, la famille de l'ancien joueur Ignace Guédégba a reçu une visite de compassion. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion, au nom du gouvernement, est allé leur apporter un brin de réconfort. On en parle avec Salif Ouattara. Décédé le 29 décembre 2021, l'international Guédégba Ignace sera inhumé à Bongouanou le 26 février prochain. Avant l'ultime départ, le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Kona Bertin, a rendu visite à la famille de Lulus disparu. Cette visite s'est faite en présence d'anciens joueurs, Abdoulaye Traoré Diben Badi, Tchétché Aimé, Lago Patrice et l'ex-coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Yo Martial. Des retrouvailles pleines d'émotions, les enfants et l'épouse du défunt n'ont pu retenir leurs larmes devant les mots bien choisis par le ministre pour saluer la mémoire du défunt. Nous le pleurons. Je suis venu pleurer Guédégba Ignace. Saluer son épouse, saluer ses enfants, prendre ma part de deuil, les encourager, les fortifier. Tous les Ivoiriens, en tout cas de ma génération, savent ce que veut dire le nom de Guédégba Ignace. Grand footballeur, talentueux, qui a aidé à écrire les lettres de noblesse pour notre football en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation a invité par la suite les parents et amis à s'impliquer dans l'organisation des obsèques pour rendre un vibrant hommage à cet homme qui a tout donné pour la révolution du football ivoirien. Avant de quitter la famille, Kwadjo Kona Bertin a offert une enveloppe symbolique pour l'organisation de ces obsèques qui se dérouleront dans le Moronou, précisément les 25 et 26 février
dans la localité de Bongouanou. Sur un tout autre plan, le magazine du dimanche de RTI 1 a ouvert aujourd'hui une lucarne sur le métier de contrôleur aérien, une fonction qui s'avère indispensable pour la fluidité de l'espace aérien. On regarde un extrait de l'intervention de Sungalo Sissé, le président de l'association de contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire. Le contrôleur aérien, il faut savoir que c'est un professionnel hautement qualifié qui est issu d'un recrutement très sélectif et qui a pour rôle dans le domaine de l'aviation civile de réguler le flux du trafic, mais aussi d'assurer la séparation entre avions et obstacles afin de prévenir tout accident. Il faut être évidemment dans un bon état d'esprit et c'est pour cette raison que nous, au sein de notre association et nous avons d'autres organisations, nous nous battons pour que les exigences ou les normes internationales ou habituelles puissent vraiment être appliquées pour nous, les contrôleurs aériens en Côte d'Ivoire, afin que, malgré notre esprit de professionnalisme, nous puissions mener à bien ce travail qui demande beaucoup de concentration, mais aussi qui a plusieurs autres exigences en ce qui concerne la langue. Vous savez bien que la langue de l'aviation, c'est l'anglais. Et c'est de l'anglais qui doit aller dans tous les compartiments de la langue. Je veux dire l'aisance à parler, comme on appelle les structures grammaticales, le vocabulaire, etc., etc. Et chaque élément est évalué séparément. S'il y a défaut, vous ne pouvez plus exercer en tant que contrôleur aérien. Nous pensons que le bien-être du contrôleur aérien est l'affaire de tous. Que ce soit pour les compagnies aériennes, que ce soit pour les États, que ce soit pour les occupants des avions et même ceux qui sont au sol. Parce que vous avez dit tout à l'heure, une petite erreur au niveau de la pression barométrique peut être fatale. On regarde maintenant le 7 sur 7, le temps fort de l'actualité qui a rythmé la planète pour la semaine qui se referme. C'est une sélection d'Abou Sanogo. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé sur le rapatriement des familles de djihadistes détenus dans des camps du nord-est de la Syrie. Il a réaffirmé son intention de rapatrier uniquement les enfants de djihadistes français, mais exclut tout geste similaire pour les adultes. Le chef de la police d'Ottawa, Peter Slowly, a démissionné mardi au 19e jour de l'occupation du centre-ville de la capitale fédérale par des manifestants anti-mesures sanitaires. Peter Slowly était très critiqué pour sa gestion de la contestation et notamment pour avoir laissé s'installer les camions en plein cœur de la ville, devant le Parlement et sous les fenêtres du bureau du Premier ministre Justin Trudeau. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi mercredi président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, 3 semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. La France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali après 9 ans de lutte anti-djihadiste. Cette situation conduit les autres acteurs étrangers présents dans le pays à s'interroger ouvertement sur leur engagement. Renversé par un coup d'État le 5 septembre 2021, l'ancien président Alpha Condé est parti suivre des soins médicaux aux Émirats arabes unis. Mais depuis un mois, ni les conseillers d'Alpha Condé, ni son parti ou les acteurs de la classe politique n'ont d'informations sur ce séjour médical. Un silence qui inquiète le Front national pour la défense de la Constitution qui estime que le CNRD a l'obligation de communiquer sur le séjour de l'ex-président. Au moins 14 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des responsables politiques et locaux dans un attentat suicide revendiqué par les djihadistes Shebab samedi dans un restaurant dans le centre de la Somalie, où devaient se tenir prochainement les élections. Le pays a lancé ce dimanche 20 février la production électrique du grand barrage de la Renaissance situé sur le Nil. Le projet avait été lancé en 2011, provoquant un contentieux avec l'Égypte et le Soudan, 2 pays tributaires du fleuve pour leurs ressources. Accompagné de nombreux hauts fonctionnaires, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a effectué une tournée dans la centrale électrique et a cliqué une série d'interrupteurs sur un écran électrique pour déclencher la production.
Le grand barrage de la Renaissance est long de 1,8 km et haut de 145 mètres. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur nos plateformes digitales en intégralité. Bonsoir et que la paix soit avec vous.